Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ce nouveau webinaire qui est issu de notre série des rendez-vous agri-urbains qui va s'étaler jusqu'en juin 2026. Donc, cette série de webinaires est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale, le MES, et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. Depuis quelques années, les arbres fruitiers sont de nouveau encouragés dans les espaces urbains. En lien direct avec les questions alimentaires, leur retour allie des enjeux de préservation de la biodiversité ou de savoir-faire, de cohésion sociale et de paysage. La diversité des services attendus et rendus par les fruitiers rend ces projets multifonctionnels et collaboratifs. Quelles sont les clés pour réussir et garantir la pérennité dans le temps de ces aménagements? De l'idée de départ à la conception, du choix des végétaux à la gestion et la formation, ce webinaire évoquera les bonnes questions à se poser à chacune des étapes d'un projet urbain, exemple à l'appui. Donc, il sera présenté par Aurore Mican, ingénieure paysagiste. Depuis 2010, elle travaille au sein du Centre technique national français Plantes et Cités, qui accompagne les professionnels publics et privés de la nature en ville au travers d'études et d'expérimentations en faveur de la transition écologique des paysages urbains. Elle s'est spécialisée sur la gestion écologique des espaces végétalisés et l'agriculture urbaine, dont les paysages comestibles fruitiers, en identifiant des leviers pour faciliter leur développement et en valorisant des actions exemplaires de collectivités. Donc, à noter que tous nos webinaires sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube et que l'enregistrement d'aujourd'hui sera publié la semaine prochaine. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation, ainsi qu'un petit sondage de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de discussion. On y reviendra après la présentation. Ouais. Merci de votre présence et je cède maintenant la parole à Aurore. Merci Jade, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous ce passionnant sujet des paysages fruitiers. J'espère que cette présentation venue d'outre-Atlantique, du coup, vous apportera des éléments pour vous inspirer, montrer la diversité des sujets telle qu'elle est perçue en France. Et puis, du coup, comme il y a des illustrations à l'appui, peut-être que ça vous fera voyager un petit peu euh, au passage. Alors, j'ai prévu de vous dire quelques mots peut-être de plantécité au démarrage, parce que je ne sais pas si vous savez qui est, enfin, ce qu'est exactement plantécité. Donc, c'est pas très très long, mais du coup, je voulais revenir sur la création de Plantécité, donc qui est une association qui a été créée en 2006 à Angers, dans un environnement assez porteur en matière de recherche autour de questions du végétal. Et l'objectif de Plantécité, c'est d'accompagner les professionnels qui travaillent sur les sujets de la nature en ville vers des pratiques plus favorables à la biodiversité. Donc, on identifie les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur métier. On construit à partir de ça des programmes d'études et de recherche appliquées en lien avec des partenaires scientifiques et techniques. Et puis, on produit des ressources à l'attention de ces professionnels, à la fois qui sont à la fois des collectivités ou des entreprises, des bureaux d'études, des organismes de conseil. Et aujourd'hui, je vous explique ça parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui est issu d'un des projets de Plantécité. Donc, on pourra y revenir. Et sur le sujet de la nature en ville, on traite une diversité de thématiques qui sont abordées dans des groupes de travail qui rassemblent des collectivités territoriales, des entreprises, des organismes de conseil, des établissements de recherche, qui sont ensuite priorisés et validés par un conseil scientifique et enfin notre conseil d'administration pour être ensuite mis en œuvre. Donc on a une diversité de thématiques qui vont de l'agronomie, l'écologie, la biodiversité, les questions de problématiques phytosanitaires en ville, aussi les questions d'urbanisme, de paysage, voilà. Donc on est une équipe de 18 salariés sur ces sujets, à la fois de création de connaissances et puis aussi de diffusion. Voilà, c'était un petit mot sur Plantécité qui me permet d'introduire du coup les éléments par rapport au projet qui fait l'objet de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est éminemment collaboratif, c'est le cas de la plupart des projets de Plantécité, mais celui-là n'aurait pas vu le jour sans l'implication d'une diversité de partenaires
En premier lieu, un collectif qui est un collectif français pour l'inscription de l'art de l'espalier au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et de la ville de Nantes qui se sont beaucoup mobilisés et d'un certain nombre de contributeurs, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il a bénéficié du soutien du mécénat de la Caisse des dépôts et de l'interprofession française Valor. Donc c'est de l'interprofession de la filière de l'horticulture, du paysage et de la fleuristerie. Il a produit 3 livrables. Le premier, c'était un événement, les assises des fruitiers dans la cité. Il n'y a pas eu d'acte en particulier, mais l'ensemble des présentations des intervenants qui ont eu lieu sur 2 jours en septembre 2023 sont disponibles sur le lien en bas de la diapositive. Et du coup, je pourrais laisser cette présentation si c'est nécessaire pour que vous la diffusiez ou en tout cas vous diffusez les liens parce que dans la vidéo, ça va pas fonctionner directement. Et le deuxième, c'est un bulletin de veille documentaire sur les initiatives et les ressources pour mettre en place et développer des projets intégrant des fruitiers en ville. Et puis le dernier, qui va faire l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est la parution d'un guide en septembre 2024 sur l'accompagnement et la mise en œuvre des projets intégrant des fruitiers. Et ce guide, avant d'en parler, j'aimerais remercier l'ensemble des contributeurs. Donc, on était presque une trentaine à faire un travail collaboratif pour écrire à plusieurs mains chacun des chapitres de ce guide, pour associer les expertises des uns et des autres. Et puis, je vais vous donner aujourd'hui, on va dire, un court aperçu des principaux leviers qui sont développés dans les différentes parties du guide pour pouvoir réussir les projets de fruitiers. C'est une vue d'ensemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'espère que la discussion nous donnera l'occasion d'aller un peu plus loin. Et surtout, je vous invite à consulter le guide parce que même à la fin, et c'est aussi l'objet d'avoir affiché l'ensemble des contributeurs, chacun est venu avec son expertise et peut avoir des éléments très spécifiques à partager sur le sujet. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur la définition, quand on dit fruitier dans la cité, de quoi on parle. Alors, quand on a traité le sujet, on s'est intéressé exclusivement aux végétaux ligneux, donc c'est-à-dire les arbres, les arbustes ou les lianes, qui produisent des fruits qui sont comestibles par l'homme. Euh, donc, il existe une grande diversité de genres, d'espèces et de cultivars qui rentrent dans cette définition. Certaines espèces sont très connues, d'autres beaucoup moins. Certaines sont des comestibles qui sont réputés, d'autres peuvent le devenir après stockage ou après transformation. Et d'autres, enfin, notamment les variétés sauvages, sont des comestibles qui aujourd'hui sont peu utilisés. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les cultivars, donc je vais parler de cultivar, qui est un anglicisme qui est issu, qui désigne une variété qui a été créée ou sélectionnée par l'homme. En fait, les fruitiers, aujourd'hui tels qu'on les connaît, c'est quasi uniquement des cultivars qui sont disponibles sur le marché. Les variétés sauvages, d'origine génétique sauvage qui existent aujourd'hui ont une proportion très très faible. En tout cas, c'est le cas en France. Euh, Ces fruitiers, ben, la cité de quoi on parle, ben, c'est une diversité de lieux en fait où ils peuvent prendre place dans le milieu urbain, des abords de voiries jusqu'à ce qui est plus connu, les parcs et jardins, les jardins familiaux et collectifs. Et ces espaces ont des contraintes en matière d'espace disponible, de type de sol, de fréquentation, d'usage. Et donc, c'est ces conditions particulières à la ville et aux acteurs qui peuvent être impliqués dans ces projets qui nécessitent une attention particulière. Et c'est à ça qu'on s'est intéressé dans le guide. Et on s'est intéressé à ces spécificités en appliquant une approche de projet de paysage, un peu à toutes les étapes, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la gestion sur le long terme, en passant par les différentes étapes de conception et de mise en œuvre. Donc, ça va nous permettre d'aborder tout un tas de sujets. Je vais avoir une présentation en 2 parties. La première, elle va être plutôt autour des attentes et des services rendus par les fruitiers en ville. Et la seconde, elle va être plutôt axée sur quelques exemples de leviers illustrés d'exemples, euh,
pour réussir la mise en œuvre de projets de fruitiers. Alors pendant que je parle, je vois pas vos questions. Donc si jamais il y en a, n'hésitez pas à me les faire remonter. Et puis du coup, si c'est problématique pour la compréhension, du coup, je pourrais m'arrêter pour y répondre en cours de route. Parfait, Aurore, j'en profite donc pour intervenir. Je vois une question qui est apparue dans le chat et je pense que c'est pertinent vu qu'on est sur la diapo en ce moment. Il a été demandé quel était le nom du guide qui était référencé. Le guide, il s'appelle Cultiver les paysages fruitiers en ville. Donc, je peux même vous le montrer. Voilà. Je pourrais vous transmettre le lien hein, pour que vous puissiez y accéder. Et donc, je fais une centaine de pages. Et ce que je vais vous présenter, ce sont des choses qui sont tirées de ce guide, des différents éléments, différentes parties du guide. Je vais faire des petits focus sur différents exemples, différents sujets. Parfait, merci, on peut reprendre. Alors, du coup, je vais commencer par les attentes et les services rendus par les fruitiers en ville. Dans le cadre du projet dont je vous ai parlé sur les fruitiers, en 2022 a été organisé un observatoire qui a été lancé par les Amis du potager du roi à Versailles et qui a été relayé par Plantécité. Il y a eu une soixantaine de réponses de collectivités un peu de toute taille. On a pu faire en juillet 2022, je pense, un webinaire complet de présentation des résultats et des typologies d'arbres fruitiers s'étaient retrouvés, qui étaient issus de ces résultats. Ce n'était pas l'objet de tous les présenter ici, mais je voulais juste revenir sur la question autour des services rendus et attendus. Et pour vous montrer, donc là, c'était la question, quel service peut-on attendre des paysages comestibles fruitiers? En fait, les attentes, elles sont assez fortes, puisque toutes les propositions, il y a une 11 propositions, elles ont toutes été cochées au moins par un répondant sur deux. Et elles sont assez diverses, avec en tête les questions autour plutôt du lien social, de la biodiversité et des enjeux environnementaux, les questions alimentaires, et puis enfin le bien-être et la relation à la nature, si on prend les plus cités. Mais on voit bien que on attend beaucoup des fruitiers et un panorama assez multifonctionnel. Ce qui nous a amené, donc là, je vous ai parlé des fruitiers qui sont avant tout des arbres et des arbustes. Aujourd'hui, il existe une bonne documentation des services rendus par les arbres, globalement en milieu urbain. Euh, on parle de services écosystémiques. J'imagine que vous êtes plus ou moins familier avec le terme. Ce sont des services qui ont été décrits par les chercheurs, que rend la biodiversité pour les humains. Et ils sont de différents ordres. Il y en a quatre grands types, dont un type qui est un petit peu particulier. Ce sont des services supports qui sont nécessaires à l'expression des autres services écosystémiques. Donc, je ne vais pas en parler ici. Mais je vais parler des trois autres grands types de services écosystémiques. C'est des services de régulation, d'approvisionnement et les services culturels, dits culturels. Et les arbres rendent ces trois types de services. Donc, les régulations, on pense assez facilement à l'adaptation des villes au changement climatique. Et donc, c'est en effet la question de la régulation des inondations, des îlots de chaleur, l'absorption de l'eau, l'évaporation qui va créer des îlots de fraîcheur. Donc ça, ce sont des services qui sont rendus par les arbres. Il y a des services en lien avec les questions d'approvisionnement. Donc c'est la fourniture de bois, par exemple, de fruits, bien entendu, quand on parle des fruitiers, mais aussi de fibres pour réaliser différentes productions plus ou moins industrielles. Et puis les services culturels, là on est plutôt sur les questions de paysage, de cadre de vie, de bien-être, de valeurs esthétiques, patrimoniales, identitaires qu'on peut retrouver pour les arbres. Donc ces services rendus, là je vous parlais des arbres en général. Il y a une étude en France qui a été portée par le CEREMA qui s'appelle Sésame. Donc l'illustration que vous voyez est tirée de cette étude qui a déterminé aussi que le niveau de service, il était dépendant à la fois de l'essence d'arbre, mais aussi d'autres facteurs,
dont l'âge, l'état de santé, l'environnement, le mode de conduite et la gestion. Et c'est important parce que sur les questions de fruitiers, je vais détailler un peu les services plus spécifiques des fruitiers parce qu'on est d'accord qu'ils rendent à peu près le même niveau de service, le même faisceau que les services des arbres de manière générale, mais certains sont plus spécifiques aux fruitiers et certains vont dépendre aussi des choix qui seront faits au moment de concevoir un paysage fruitier. Je prends un exemple, si on a un cultivar qui est palissé donc à plat ou en port colonnaire, on va avoir un service d'ombrage qui va être beaucoup plus faible que la même essence dans un port libre qui va pouvoir laisser exprimer l'ensemble de son houppier. Donc voilà, c'est un exemple pour se dire qu'il faut bien moduler les services rendus par rapport aux arbres et arbustes qui sont choisis. Et donc pour les fruitiers, il y a des services qui ont été identifiés comme étant plus marqués. Le premier, vraiment celui en premier lieu, c'est les services socioculturels. Donc c'est les questions de paysage et d'attractivité du territoire. Donc avec la saisonnalité qui est très marquée chez les fruitiers, notamment avec l'étape de fructification. La mobilisation aussi de la diversité des sens, la vue, le goût, l'odorat, voilà et le lien historique qui peut exister entre des fruitiers et certains territoires. Là, je vous ai mis une illustration d'un jardin, le jardin Jean-Marie Pelt à Metz, qui a été conçu pour mettre en valeur les cultures patrimoniales de la région, donc les mirabelliers, les houblonnières et puis la vigne. Donc, ça peut correspondre à la conception d'une identité de lieu. Il y a également les questions de lien social, de santé et d'implication citoyenne, avec les apports de nourriture, le fait que les fruitiers peuvent être des lieux où on se rencontre, où on partage des expériences en lien avec l'entretien, la taille, où on a une envie d'agir plus importante aussi, puisqu'il y a ce lien à la récolte, à se nourrir. Et puis, c'est aussi, ils peuvent contribuer à créer un attachement au lieu ou à se réapproprier l'espace public. Donc en ça, les fruitiers ont un apport différent des autres arbres. Et enfin, il y a les questions de savoir-faire et patrimoine. Il y a beaucoup de savoir et de savoir-faire parfois très anciens et de disciplines d'études comme la pomologie, l'ethnobotanique, l'arboriculture qui peuvent faire état de savoirs très anciens autour des fruitiers et donc qui sont préservés aussi. Donc il y a ces questions-là. Il y a aussi la question des dénominations des cultivars de fruitiers qui peuvent avoir parfois une dimension patrimoniale forte. On a par exemple le poirier Louise Bonne d'Avranches, ou je parlais de la Mirabelle, justement, il y a une Mirabelle de Metz. Donc on a un lien fort avec le territoire qui peut parfois se concrétiser aussi par des sigles officiels, donc les indications géographiques protégées ou les appellations d'origine protégée. Je ne sais pas si ça a les mêmes intitulés outre-Atlantique, mais on a des cahiers des charges très stricts qui réglementent certaines productions de fruitiers. C'est le cas par exemple de la noix de Grenoble ou des figues de Soliès. Et donc tout ça contribue à ce qu'on appelle les services un peu socioculturels, qui est vraiment le principal atout des fruitiers. Il y a ensuite la production de fruits, qui est un atout qui est fortement mis en avant. Alors il y a une documentation qui existe sur l'agriculture de manière générale, l'agriculture urbaine, peu encore exclusivement sur une activité de production fruitière. Mais par contre, on voit une multiplication de projets de plantation et de plantation de vergers municipaux, notamment par exemple pour la fourniture de la restauration collective. C'est généralement quelque chose qui vient en complément d'une politique plus globale des municipalités autour de la relocalisation de l'ensemble des productions pour une meilleure qualité de consommation agricole, voire des fois de l'installation d'une véritable régie agricole. Là, on sort on n'est pas uniquement dans le sujet des fruitiers.
Et puis, sur ce sujet de la production de fruits, le milieu urbain peut parfois entraîner une production qui est moindre par rapport au verger de production à proprement parler, parce que le contexte et les attentes sont différentes. Et quand on a une vocation qui est à la fois de production et de pédagogie, on ne va pas agencer l'espace de la même manière, planter la même densité, avoir les mêmes interventions, et donc on ne va pas avoir le même niveau de production. Et enfin, il y a le sujet de la préservation de la biodiversité qui est souvent revenu. Alors, ce n'est pas un vrai service écosystémique, hein, mais c'est un argument qui est souvent mobilisé quand on s'engage sur un projet de fruitier, donc je trouvais que c'était important de le mentionner. Un peu avec cette notion de co-bénéfice, la réintroduction de fruitiers, elle permet de nourrir ou de concevoir des habitats pour tout un cortège d'espèces qui peuvent, à leur tour, venir améliorer la santé du verger en devenant des auxiliaires utiles. Donc, c'est le principe. Et puis, bien sûr, c'est possible de maximiser ce côté service pour la santé du verger avec quelques points clés comme des aménagements pour la faune, l'étalement dans le temps de la floraison, le choix d'espèces fruitières sauvages qui sont souvent plus attractives pour la faune sauvage et donc auxiliaires dans les vergers. Voilà, un petit aperçu des attentes et des services que peuvent rendre les fruitiers. Je vais passer à ma seconde partie de présentation, sauf s'il y a déjà quelques questions qui seraient utiles d'aborder tout de suite parce que je voudrais perdre personne. Je vois pas de main levée, donc je pense qu'on peut continuer. Ok, alors je vais continuer avec quelques clés de réussite pour les projets de fruitiers. Donc là, c'est des éléments que vous allez, je vais survoler un petit peu les différentes parties du guide pour vous dire qu'est-ce que vous pourrez y retrouver. Je vais malheureusement pas pouvoir rentrer dans les détails de chaque partie, mais on pourra y revenir après dans la discussion si vous le voulez. Et je vais essayer à chaque fois d'illustrer par des exemples. Alors, pour les projets de fruitières, on a commencé par se dire que un premier levier, c'était de réussir à bien réaliser un projet collaboratif. Il y a les projets qui ont été identifiés en France métropolitaine, euh, font état de beaucoup de collaborations diverses, parfois qui viennent des municipalités, mais qui s'appuient sur des collectifs ensuite d'habitants pour l'entretien. D'autres fois qui viennent directement des habitants, qui peuvent intégrer une part de recherche. Voilà, donc une grande diversité de projets et un engouement d'une diversité de parties prenantes pour être mobilisés sur ce sujet. Et donc, comme il y a autant de collaborations possibles que de projets, c'est bien de faire l'état au démarrage des différents acteurs à mobiliser, de leur place respective en construisant bien la gouvernance du projet, quels vont être les rôles de chacun, quels sont aussi comment on cadre ces rôles dans des conventions, des contrats, donc pour bien cadrer les choses. Et puis, les projets collaboratifs, bon, c'est pas des grandes nouveautés, hein, mais c'est des projets qui prennent plus de temps. Donc, il faut concevoir ce temps-là. Le temps politique, parfois, de pouvoir mettre en place et inaugurer un projet n'est pas toujours adapté au temps de conception collaborative avec les personnes qui vont devoir ensuite le gérer. Donc, il y a cette notion de temporalité à avoir, de s'entourer aussi des bonnes expertises en matière d'écologie, d'expertise d'arboriculture, et puis de prévoir un budget qui soit adapté, parce que les fruitiers font partie des essences selon les ports et l'âge des arbres qui peuvent être assez onéreuses quand on veut concevoir un grand verger. Et on a un peu reprécisé les éléments sur la co-construction avec les habitants, quels sont les différents niveaux d'implication, quelles sont les clés aussi pour mobiliser sur le temps long. Parce qu'entre le moment où on va planter et le moment où il va y avoir la production de fruits, il peut se passer parfois plusieurs années. Et donc, c'est utile aussi de contribuer à maintenir la dynamique sur ce temps long.
Il y a des projets qui viennent aussi un petit peu autrement. Et là, je voulais vous présenter l'exemple de l'Oasis de Curzay, qui est la reprise d'un verger qui était à l'abandon. Donc, c'était un verger qui a été planté dans le cadre d'un projet de zone d'aménagement économique commercial en 2006, le long d'une rivière, une grande bande avec un verger assez dense. Et puis pendant une dizaine d'années, personne s'en est occupé. Il a poussé. Il y a quelques habitants qui venaient ramasser, les connaisseurs venaient ramasser les fruits quand ils étaient là. Et puis des habitants se sont mobilisés avec cette idée de faire revivre ce verger. Donc, ils ont créé une association en 2018. Et puis c'est eux qui ont porté auprès de la mairie l'ambition de redonner une vraie vocation productive et pédagogique à ce verger. Donc, ils bénéficient aujourd'hui d'un soutien, d'une subvention de fonctionnement de la collectivité pour réaliser leurs actions. Et ils ont mis en place de nombreux partenariats, donc à la fois avec la ville et puis un lycée agricole, un verger conservatoire pour implanter de nouvelles espèces et enrichir la diversité des espèces qui étaient des cultivars qui étaient présents sur le verger, mais aussi des associations naturalistes pour faire un suivi plus précis de la faune et de la flore qui existait sur le verger et mener des actions pédagogiques. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de la participation de chacun. Là, on voit bien que c'est un projet qui a été créé au départ sans forcément une vocation participative forte. Il y a eu un abandon et il a pu revivre grâce à la mobilisation d'une diversité d'acteurs. Je poursuis. Donc, une fois qu'on a un peu bien cadré les éléments, on passe à l'étape un peu de conception du projet. Alors, on a parlé des services attendus, rendus des fruitiers. Dès le départ, c'est important de bien cadrer quels sont les objectifs et quelles sont les vocations du projet. Est-ce qu'on est sur une vocation purement productive, purement pédagogique? Est-ce qu'on veut associer les deux? Est-ce qu'on a l'ambition de créer plutôt du lien social? Euh, L'idée de concevoir des outils d'apprentissage et de transmission des savoir-faire. En fonction de la diversité de ces ambitions, on ne va pas avoir les mêmes éléments de conception sur la localisation, sur le budget à allouer, sur le plan de plantation, enfin tout ça, on y reviendra, et la gestion qui va en être faite. Il y a une grosse étape qui est importante pour les fruitiers, c'est d'étudier la faisabilité du projet, à la fois choisir le site en fonction des règles d'urbanisme applicables qui peuvent permettre ou non la plantation de fruitiers, qui peut être contrainte parfois s'il y a des protections en matière d'architecture et de patrimoine, par exemple. On n'aura peut-être pas la même latitude d'agir que dans d'autres espaces. Il y a aussi l'espace disponible, à la fois souterrain et aérien, qui va jouer sur les formes fruitières qui pourront être mobilisées, les usages du site, son exposition, on va dire le microclimat, la possibilité de pouvoir mettre en place de l'arrosage, qui va conditionner aussi les essences qui pourront être retenues. Et puis, un certain volume d'études préalables, à la fois de diagnostic écologique de l'existant, mais aussi en matière agronomique. La connaissance des sols est un préalable indispensable pour bien choisir ensuite le porte-greffe et les fruitiers. Et puis, les questions de pollution et la possible mobilisation de ces pollutions dans les fruits. Et donc, à terme, la possibilité de consommer les fruits. Et tous ces éléments prennent un petit peu de temps, bien entendu, mais surtout peuvent faire évoluer les ambitions ou les vocations du projet. Si on a déjà le site, mais qu'on est plus souple sur les ambitions, on va pouvoir aussi faire bouger tous ces paramètres. Et après, on va passer vraiment aux éléments un peu clés de conception. Donc, quelles sont les formes fruitières à choisir? Du coup, en fonction de ces formes fruitières, les distances de plantation qui vont être associées, qui sont de
parfois plusieurs dizaines de mètres quand on est sur des formes à port libre, et puis qui vont être plus raccourcis. Parfois, on peut en avoir plusieurs au mètre carré quand on est sur des formes qui prennent peu de volume en espace. À ça est associé un plan de plantation, savoir aussi comment. Alors, il faut un petit peu anticiper les questions de gestion pour avoir une idée des circulations. Est-ce qu'on fonctionne avec des rangs? Voilà, donc il y a différents exemples de plans de plantation qui sont donnés dans le guide, notamment deux un peu très différents entre vraiment le projet plutôt forêt nourricière et puis un projet plutôt mode verger, donc ils vont être assez différents dans les critères de conception. Et il ne faut pas oublier de concevoir aussi les autres équipements qui sont associés au fruitier. Donc il faut généralement un local technique, des modalités d'accès, de la signalétique, des éléments d'accueil du public s'il y a une vocation pédagogique. Donc tous ces éléments sont à prévoir dès cette étape de conception. Je vais illustrer ce sujet avec le plan verger de la ville de Lyon, qui, sur la mandature municipale de 2020 à 2026, a pour objectif de planter un verger par an et par arrondissement, donc une dizaine en tout. C'est un portage qui est exclusivement par les services de la ville de Lyon. Et je voulais parler de cet exemple parce qu'ils ont mis en place, ils ont défini une diversité de vocations des vergers. Et ils ont travaillé pour ça avec les différents services de la collectivité pour concevoir des vergers qui puissent être à la fois des espaces nourriciers où il y a de la récolte, des espaces aussi de pédagogie. Donc il y a plus de 4000 élèves qui ont pu être sensibilisés sur les premiers vergers qui ont été plantés. Donc c'est devenu un point fort des actions pédagogiques de la ville de Lyon auprès du public des scolaires, mais aussi d'expérimenter des modalités de cogestion avec les habitants et donc d'organiser, sans que ce soit formalisé forcément par l'intermédiaire d'une association, des modalités où certaines pratiques de gestion sont dévolues aux jardiniers de la collectivité et d'autres sont de la responsabilité de collectifs d'habitants qui se mobilisent pour les vergers. Et puis, il y a la vocation de conservation de cultivars patrimoniaux avec la réflexion dans les différents vergers de quel type d'espèces et de quel type de cultivars sont plantés en lien avec les conservatoires botaniques. Je poursuis sur l'étape de mise en œuvre du projet. Donc, on a un peu défini les éléments de conception. Il y a des allers-retours qui se font entre les différentes étapes. Mais là, sur la mise en œuvre, on a voulu parler du choix des végétaux, des conditions de collaboration avec les pépiniéristes et puis des critères pour la mise en œuvre des chantiers de plantation. Donc, sur les choix des végétaux, c'est important d'arriver à bien connaître les caractéristiques des espèces et des cultivars, ceux de leur mode de multiplication, ceux qui peuvent se multiplier par semis, par exemple, ou ceux qui ont besoin d'être greffés, et le choix du porte-greffe, qui est donc, c'est pour beaucoup, il y a un besoin de porte-greffe, et dans ce cas-là, on a besoin de bien connaître les conditions de sol pour trouver le porte-greffe qui soit le plus adapté et aussi les conditions extérieures, parce qu'il y a des porte-greffes qui sont plus ou moins vigoureux et donc qui vont créer des pousses plus ou moins grandes sur les fruitiers, avec une mise à fruit qui va être plus ou moins rapide et surtout un encombrement, on va dire un volume final du fruitier qui va être plus ou moins grand. Donc, le porte-greffe, c'est quand même un sujet assez clé, ainsi que les questions de pollinisation croisée et donc d'avoir différents cultivars qui vont pouvoir se polliniser entre eux avec les mêmes périodes de floraison et une compatibilité dans le cadre de la pollinisation. La pollinisation croisée, euh,
j'espère enfin, du coup, que vous connaissez le principe. Donc, c'est deux cultivars différents. Il va y avoir pollinisation de l'un par l'autre, et donc ça va permettre d'accroître la production. Globalement, les pollinisateurs ont quand même un rayon d'action qui est assez large, mais ce qui est recommandé, c'est quand même d'essayer de les associer. Après, s'il y a plusieurs dizaines de mètres entre les uns et les autres, c'est pas forcément problématique. Donc voilà les éléments un peu de critères de choix pour les fruitiers. Il y a les conditions pour bien travailler avec les pépiniéristes sur notamment l'anticipation des commandes, parfois plus d'un an à l'avance, notamment si vous avez des besoins de greffage particulier sur des porte-greffes spécifiques parce que vous avez un sol calcaire par exemple et la plupart des fruitiers tolèrent moins bien les sols calcaires, donc vous pouvez vouloir une variété spécifique sur un porte-greffe qui tolère les sols calcaires. Donc il y a cette question pour des commandes très spécifiques ou un souhait d'avoir des variétés patrimoniales peu connues, ben, il va falloir anticiper les commandes. Et puis, on parle aussi dans le guide des différents signes de reconnaissance qui existent en France sur la qualité de la production des végétaux. Donc, en faveur l'origine des végétaux, plus ou moins locale, les conditions de production qui ont un faible impact sur l'environnement, comme c'est le cas par exemple pour agriculture biologique. Et enfin, on décrit assez brièvement les questions de mise en œuvre des chantiers de plantation, en prévoyant notamment pour tout ce qui est forme palissée et forme fruitière particulière, l'installation de toutes les infrastructures au démarrage. Mais bon, ça, je pense que c'est des éléments un peu plus classiques qui sont prévus partout. Et pour ce sujet, je voulais l'illustrer avec Floriscope, qui est une application que Plantécité développe depuis de nombreuses années, qui est devenue une référence aujourd'hui sur le choix et puis aussi le fait de trouver les végétaux chez les pépiniéristes en France. Mais le choix, par contre, c'est au-delà, puisque du coup, on utilise des catalogues de références qui sont à l'échelle mondiale. Donc Floriscope a enrichi son catalogue avec un certain nombre de cultivars fruitiers, justement, et leurs caractéristiques pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc vous pouvez trouver sur le site des listes thématiques qui reprennent les principaux cultivars de fruitiers. Et je vous ai mis en exemple également un tableau qui est tiré des 4 saisons, donc qui est une revue de jardinage qui liste les espèces, les différents types de porte-greffes qui peuvent être utilisés, on va dire les principaux types de porte-greffes, leur adaptation au sol, la vigueur dont je vous parlais du porte-greffe, et puis la mise à fruit plus ou moins rapide ou lente en fonction du porte-greffe. Donc c'était plutôt pour vous que vous puissiez garder ça. Je n'ai pas la connaissance si les porte-greffes sont les mêmes outre-Atlantique. J'imagine que non, pas forcément. Mais voilà, certains d'entre vous peut-être pourront partager cette information s'ils la connaissent. Et je vais poursuivre sur, une fois qu'on a planté, ben, il s'agit de pouvoir gérer le verger. Donc, il y a des travaux d'entretien qui sont à prévoir un petit peu toute l'année. Les fruitiers nécessitent, notamment plus quand ils sont jeunes, une présence régulière et un travail aussi pour respecter les stades phénologiques dans les interventions. On a aussi détaillé un peu les principes de base de la taille des fruitiers. Ce n'est pas un guide qui décrit l'ensemble des conditions de taille pour les fruitiers, mais on a détaillé des principes et on a mis des ressources si vous voulez aller plus loin sur les éléments très concrets de taille, de fructification, de formation. Il y a des choses très très spécifiques sur ces sujets-là pour les fruitiers. Et donc, c'était pas l'objet de devenir un guide technique à ce sujet. Donc, on a balayé les diverses interventions de gestion et notamment un focus sur la gestion des pathogènes et ravageurs parce qu'en ville,
en France métropolitaine, il y a une interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires qui peuvent être utilisés pour préserver la santé des végétaux. Donc là, on a détaillé comment on s'intéresse plus en mettant en œuvre des principes de prophylaxie, en posant les bons diagnostics et en ayant des interventions qui font plus état de barrières physiques ou d'auxiliaires plutôt que de produits de traitement qui ne sont pas forcément autorisés dans les espaces, notamment ceux qui sont ouverts au public. Et puis on a décrit assez brièvement l'importance de pouvoir suivre et renouveler les fruitiers qui ont une durée de vie qui peut être assez courte selon les types de fruitiers qui sont choisis et de pouvoir anticiper ces renouvellements pour éviter de se retrouver avec des renouvellements massifs à un moment donné. Et puis enfin, une petite partie sur la récolte et la transformation. Là encore, ce n'était pas vraiment l'objet du guide, donc il y a quelques éléments à prendre en compte pour préparer et bien gérer la récolte et aborder les sujets de conservation ou de transformation. J'ai pris comme exemple dans cette partie le verger du Jardin du Luxembourg, qui est donc à Paris au niveau du Sénat, et qui a mis en place un suivi assez précis. Donc, c'est un verger qui est tout petit, donc 2100 mètres carrés. Ça donne aussi à voir comme ça des modalités différentes de projets de fruitiers, avec plus de 1000 arbres et plus de 550 cultivars différents. Donc, c'est un verger qui présente une dimension patrimoniale forte. Vous pouvez avoir un aperçu sur l'image et qui est aussi un conservatoire des fruitiers cultivés par les Chartreux au XVIIIe siècle. Donc il y a une forte vocation conservatoire et ce verger est aussi un support de formation sur la diversité des formes fruitières. Dans ce verger, ils ont mis en place beaucoup de traçabilité du fait de ces différentes vocations et de suivi des arbres, parfois même de certaines branches, simplement, pour voir les impacts de la taille, ce qui s'est passé, et noter l'ensemble des interventions et des réactions de l'arbre pour pouvoir anticiper le renouvellement, le remplacement. Donc, quand on a des formes fruitières, il peut arriver parfois qu'on doive remplacer un embranchement, par exemple. Donc, il faut pouvoir anticiper quelle branche va prendre le relais, devenir une nouvelle charpentière, et puis renouveler les arbres au fil du temps, avec cette attention à avoir une actualisation régulière au fil de l'année de ce travail. Et je vais terminer sur la dernière partie qui porte plutôt sur les questions de formation et de transmission des savoir-faire. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je pense c'est à peu près bon. Pour dire que dans le guide, ce qui peut être utile, c'est de faire autour du projet, autour de vous, l'inventaire des connaissances et des compétences qui existent dans les différents acteurs impliqués, parce qu'il y a des sociétés botaniques qui peuvent être très connaisseuses de ces sujets de fruitiers, de taille, ou parfois même des habitants. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, le sujet des fruitiers, et qui peut permettre de découvrir aussi qu'un ancien arboriculteur habite dans le quartier et aimerait s'y impliquer. Il y a un enjeu de formation par la pratique. La taille, on dit souvent, il faut 10 ans pour devenir un tailleur averti. 10 ans de pratique, ben, il faut pratiquer longtemps et sur une diversité d'arbres pour pouvoir voir les impacts. Et la taille, elle se réfléchit aussi dans le temps, parce que souvent, ce qu'on fait une année va avoir des impacts 2 ou 3 années après, et on agit en fonction de la taille qui a été effectuée 2 ou 3 années avant. Et donc, c'est aussi une projection et une anticipation dans le temps de la pousse du végétal et de sa forme. Et il existe des programmes de formation qui se développent alors en France métropolitaine et certainement aussi outre-Atlantique. Donc, dans le guide, on a redonné un peu des éléments de contenu et listé quelques offres qui pouvaient exister aujourd'hui pour pouvoir s'initier et se former, développer des compétences sur ce sujet.
Et je vais terminer avec l'exemple de Ris-Orangis, qui est en Île-de-France, qui est une commune qui a planté près de 90 cultivars et formes différentes dans une diversité d'espaces publics et aussi autour de jardins collectifs. Donc c'est vraiment porté par la commune et par la chargée de mission biodiversité et ville fertile que vous voyez sur l'image en train de donner une formation. Euh, Ils ont mis en place, suite à cette plantation, un programme de transmission des savoirs et des savoir-faire dans un verger-école qui est animé par cette salariée, enfin, cette chargée de mission biodiversité, pour favoriser l'investissement de tous et aussi l'acquisition des compétences, à la fois des habitants qui vont devenir des relais pour la gestion d'un certain nombre d'arbres et aussi pour les agents techniques de la municipalité qui interviennent sur ces arbres. Et donc, elle-même s'est formée dans divers programmes de formation et continue à se former pour devenir une experte en taille, pour ensuite transmettre ces éléments. Alors, les sujets, c'est beaucoup la taille, mais il y a aussi les autres sujets autour de la fertilisation, de la récolte, la gestion sanitaire d'un verger. Voilà. J'arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Aurore.